Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le meilleur de Nathalie Sarraute, c'est son style trébuchant, tâtonnant, si honnête, si plein de repentir, qui approche de l'objet avec des précautions pieuses, s'en écarte soudain par une sorte de pudeur ou par timidité devant la complexité des choses et qui, en fin de compte, nous livre brusquement le monstre tout baveux, mais presque sans y toucher, par la vertu magique d'une image. Jean-Paul Sartre, dans la préface qu'il rédigea à Portrait d'un inconnu, le roman de Nathalie Sarraute paru en 1948, disait en ces termes la singularité de son écriture. En février 1976, invitée d'une après-midi de France Culture, elle avait accepté de se prêter au jeu de l'autoportrait radiophonique. Installée dans un studio plongé dans le noir, un casque sur les oreilles, elle se racontait, les silences et les hésitations n'étant pas coupés au montage par la suite. Ce style tâtonnant, trébuchant, si honnête et si plein de repentir dont parlait Sartre, on le retrouve dans cette séquence étonnante qu'elle ouvrait en expliquant les raisons pour lesquelles, précisément, elle ne croyait pas à l'exercice du portrait. L'invitée du lundi, Nathalie Sarraute, autoportrait radiophonique, une émission proposée par Michel Gonzalez et André Mathieu, est diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 1976. Vous faites toujours comme ça dans le noir ? Ah oui, il y en a qui n'acceptent pas. Tiens. C'est curieux. Dans tout dialogue, on essaye de faire de la psychologie. Dès qu'on s'adresse à quelqu'un, ça m'a un peu fait rire parce que je pense, dans tous mes livres et surtout dans le dernier que je suis en train d'écrire, justement, je pense que ça n'existe pas un portrait de quelqu'un. Mon second livre, Le portrait d'un inconnu, c'était en somme pour montrer qu'il était impossible de faire le portrait de quelqu'un. Et le livre que je suis en train d'écrire maintenant, justement, je montre à quel point chacun à l'intérieur de lui-même, c'est l'univers entier, et qu'il est tout ce qu'on dit de lui au dehors, ça lui paraît toujours à côté ou faux. Alors ça m'amuse un peu de me prêter à quelque chose qui est un jeu amusant, mais moi je n'y crois pas. Jamais je ne me suis rendu compte de l'effet que je pouvais produire. Je ne me vois pas beaucoup du dehors, je dois dire. Ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais l'impression de pouvoir jouer un personnage. Ou alors si j'essayais de le faire, il me semblerait que ça ne tromperait personne, que ça serait inutile. Enfin, je n'ai jamais su jouer un rôle. Et d'ailleurs, le sujet du livre que je suis en train de terminer, c'est justement ça. Je crois que ça correspond d'ailleurs à une réalité intérieure, c'est que chacun de nous, à l'intérieur de lui-même, eh bien, il est l'univers entier. Il n'y a pas d'autre univers que celui que lui perçoit. Et tout ce que les gens voient de lui du dehors lui paraît toujours faux, trop simple, s'il est vraiment sincère. C'est ça, vraiment.
savez, je suis incapable de dire autre chose que de dire que c'est charmant. Alors vous voyez, incapable de... C'est adorable, charmant, vif, plein de grâce et d'élégance. Qu'est-ce que vous voulez que je dise qui ne soit pas d'une platitude totale? Oh oui. Pas du tout, non. C'est plutôt comme un langage, c'est drôle. Oui. C'est une sorte d'expression qui serait proche d'une expression, d'un rythme poétique, si vous voulez. C'est drôle. Oui, je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est comme si c'est comme du discours. Le discours, c'est laid. Vous voyez, il y a une sorte de rythme comme on retrouve dans le langage poétique. Absolument comme... Je ne peux pas vous dire autre chose que ça, c'est comme s'il parlait, mais dans une sorte de langue adorable. Vous ne le sentez pas comme ça. Oui, il me semble que je ne comprends pas qu'on ne le sente pas comme ça. À un tel point, c'est un langage. Un langage, c'est le même effet que quand on vous parle, si vous voulez. C'est articulé comme du langage et ça a ces espèces de rythmes et de façon de vouloir vous atteindre, comme le langage cherche à atteindre, comme le langage poétique, ça c'est vrai. Ça me fait le même effet, c'est comme s'il me parlait dans une langue exquise et qui serait plus pure parce qu'il n'y a pas de signifié, il n'y a pas de signification. Et en même temps, ça soulève toutes sortes de sentiments, de sensations, etc. Oui, mais ça n'éveille pas chez moi, ça n'éveille aucune image. C'est très curieux. Ce sont des sons, justement, qui me... Je suis ça, et tantôt ça me soulève, et tantôt ça me... J'ai l'impression de m'étendre un peu, ou... En même temps, c'est comme une sorte... S'il faut, je voyais une danse, par exemple. C'est un peu du même ordre. Mais qui s'exprimait par des sons. C'est très curieux. Oui. Et là, ici, les sons, ce sont des mouvements. C'est très difficile. Moi, je n'ai jamais de ma vie parlé de musique. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ça m'est très difficile de m'exprimer là-dessus. Moi, j'écris, d'abord, je prononce chaque mot. Et alors, j'écris, le rythme joue un rôle d'une importance capitale dans ce que j'écris. Chaque rythme de la phrase, la sonorité de chaque mot, des mots. C'est pour ça que je le dis en l'écrivant. Et mes textes, souvent, rendent mieux à la lecture à haute voix que quand on les lit.
Je me demande comment les lecteurs les lisent. Je voudrais qu'ils les lisent comme moi je les lis. En attachant une importance très très grande au rythme, aux coupures, aux suspensions, au souffle de la phrase, à l'espace qui sépare les différents morceaux. Ça joue un rôle capital pour moi. Si le lecteur n'en tenait pas compte, je crois que presque tout ce que je veux faire disparaîtrait. Il faut qu'il soit porté justement par cette espèce de mouvement, de rythme. Et ça, je le trouve délicieux dans ce morceau que je viens d'entendre. Moi, je crois que toute écriture devrait être, sauf évidemment l'écriture quand on fait du journalisme, on raconte des faits qui doivent être racontés avec une grande précision. Toute écriture, même romanesque, devrait être une écriture poétique, c'est-à-dire qu'elle devrait être primordiale. Le rôle de l'écriture devrait passer avant tout, ce serait le rôle dominant, serait le rôle du langage. Le langage doit dominer si on veut vraiment que ce soit une œuvre littéraire digne de ce nom. Tandis que dans le roman habituel, dans le roman qui, à mon avis, est hors de la littérature, le langage est transparent, on traverse le langage pour voir ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Et le langage lui-même, on ne le voit pas. Il faut qu'on voit à quoi le langage se rapporte, mais il faut aussi que le langage, par lui-même, donne une sorte de plaisir. Le plaisir que j'en tire moi-même en écrivant, quand ça marche bien. Si le lecteur n'a pas ce plaisir qui lui vient de la forme, de l'écriture, de la sonorité, etc., ce n'est plus du langage poétique, c'est de la prose plate. Pas à la folie. Je n'ai pas une passion pour Brahms en général. Je ne peux pas. Si par exemple, dans ma pièce, on avait choisi un morceau de Webern. Un morceau de Webern, c'est Langsamer Satz. Et on m'a dit, mais c'est de l'époque où il était très influencé par Brahms, il était jeune. On pourrait presque croire que c'est du Brahms. Et bien moi je trouvais que Webern était mieux. Il avait une espèce de netteté, une ligne que je trouvais admirable et qui faisait présager déjà le bond qu'il allait accomplir plus tard. Il était déjà dans le moderne. Il y a toujours chez Brahms quelque chose qui me paraît un petit peu, mais c'est de la folie, je ne connais rien à la musique. Un peu pâteux comme ça, un peu flou. Je n'aime pas beaucoup le flou en général. Mais c'est une hérésie probablement de parler comme ça. Tandis que dans ce Webern, il y avait justement cette ligne
extraordinaire de pureté. J'aime beaucoup. J'adore ce qui est net. C'est la ligne, la pureté de la ligne que j'adore, dans tout. Je n'aime pas le flou, ou le mou, ce qui est mou, ce qui est un peu informe. C'est ça, je n'aime pas ça. Je crois que j'ai toujours eu une conscience très très forte de l'extrême complexité des êtres et de l'extrême côté fluctuant et complexe de la vie intérieure, de la mienne aussi. Il m'était toujours difficile de poser des étiquettes sur les gens. Vous voyez, dans mon prochain livre, par exemple, ce personnage, on peut à peine l'appeler un personnage, enfin, cette conscience n'arrive pas, par exemple, à dire de quelqu'un que c'est un imbécile. Ben là, c'est une chose qui, à moi, est impossible. Quand quelqu'un dit quelque chose qui me paraît bête, je me dis ça, c'est bête, mais il est impossible de classer pour moi les gens en un imbécile, par exemple. Ça n'a pas de sens pour moi. J'ai l'impression que le même qui était un imbécile quand il a dit ça pourra se montrer très intelligent dans quelque chose d'autre. Et inversement, je ne connais pas peu de gens qui disent autant d'idioties que des gens qui ont la réputation d'une grande intelligence. C'est un exemple, vous voyez, ça sera le centre de mon prochain livre. Mais enfin, tous ces classements m'ont toujours paru faux. Et il m'est très très difficile, même dans mes rapports avec les gens, de régler mes conduites sur des étiquettes que je poserais sur l'un ou sur l'autre. J'ai toujours une espèce de conscience d'une extraordinaire égalité entre les gens. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque part, au fond, quelque chose d'identique chez tous. Quand il s'agit de convaincre quelqu'un ou d'exposer quelque chose à quelqu'un, ben je pourrais m'acharner à l'expliquer à quelqu'un, par exemple, tout à fait inculte, ou même à un enfant, parce que j'ai l'impression que si je m'y prends d'une certaine façon, eh bien, il n'est pas possible qu'il ne le perçoive pas. Alors, quelquefois, ça amène à des déboires, des déceptions, évidemment. Enfin, c'est une attitude qui m'est propre. Des questions comme l'âge, par exemple. Eh bien, il m'est presque impossible, quand je me vois de l'intérieur, bien sûr, si je me regarde dans une glace, ou si je vois l'attitude des gens à mon égard, je m'aperçois de mon âge. Mais de l'intérieur, je n'ai absolument pas l'impression d'avoir un âge quelconque. Et je crois que ce n'est pas du tout exceptionnel. Je crois que c'est un domaine dans lequel tout le monde sent de la même façon. C'est-à-dire que du dehors, on vous impose quelque chose que vous ne ressentez pas du dedans. Vous êtes obligé d'accepter un rôle qu'on vous fait jouer. La même chose souvent pour le fait d'être une femme. Quand je travaille, l'idée que c'est une femme qui écrit ou un homme ne m'effleure même pas. Et il en est ainsi pour beaucoup de sentiments, de sensations, n'est-ce pas, qui sont propres à tout le monde et sur lesquels artificiellement on vous force à poser une étiquette. Ça c'est féminin, ça c'est une chose qu'on ressent parce qu'on est jeune, ça c'est parce qu'on est vieux. Et les 3/4 du temps, c'est faux. Ça ne répond pas à une expérience véritable, c'est pas comme ça. Ce sont des sortes de clichés, d'idées convenues, d'idées préjugés même, qu'on vous impose et que les gens acceptent. Alors j'ai toujours le sentiment très fort que les gens acceptent de jouer des rôles qui leur sont imposés. Et je crois que j'ai pas si tort que ça. Les femmes, par exemple, jouent des rôles. Elles s'en aperçoivent maintenant de plus en plus, depuis qu'il y a des mouvements de libération de la femme. C'est une chose dont j'ai été consciente étant déjà très jeune. On lui impose à un être humain une certaine attitude qui ne correspond pas à ce qu'elle ressent intérieurement. Et elle s'y plie à tel point
que la manifestation de ces sentiments finit par recouvrir les sentiments et se confondre avec eux. Mais si on l'avait laissée tranquille et si on ne lui avait pas inculqué ce qu'elle doit être, elle serait complètement différente. Et je crois qu'il en est ainsi à peu près pour tout. Jusqu'aux enfants, par exemple, qui font les enfants, qui sont infiniment plus mûrs et plus conscients et plus sensibles qu'ils ne le paraissent, mais qui savent qu'il faut qu'ils entrent dans le rôle d'enfant. Là, je viens de faire une pièce de théâtre qui s'appelait « C'est beau », dans lequel le fils, un adolescent, est extraordinairement conscient de tout ce qui se passe. Je le montre dans la pièce et puis il rentre dans son rôle d'enfant parce que son père le force à y entrer. Et on a toutes les peines du monde à l'en faire sortir puisqu'on a décidé, on lui a dit qu'il faut qu'il fasse l'enfant. Et je crois que ces personnages, ces rôles que les gens jouent, ça fait partie de cette espèce de musée Grévin dans lequel nous nous mouvons, au milieu de sortes d'apparences. Et que derrière ces apparences, il y a des immensités, des abîmes, des êtres d'une complexité extraordinaire, et qui ont un fond commun. Et ça, c'est une conviction, enfin, ça a été le fond de tous mes livres, finalement. C'est toujours ça que j'ai voulu montrer. Il y avait toujours des personnages qui étaient des apparences, tout à fait factices, des simplifications assez grossières, et par derrière, il y avait ce monde que j'avais appelé tropisme, mais enfin de toutes sortes de pulsions et de mouvements intérieurs qui sont une sorte de trame commune sur laquelle on découpe des êtres, des personnages. Dans mon second livre, j'avais justement essayé de montrer quelqu'un dont on dit c'est un avare. Alors j'avais essayé de montrer ce qui se passe à l'intérieur de la conscience de cet être dont du dehors on dit il est avare. Et finalement, ce mot avare ne signifiait plus rien, étant donné tout ce que recouvrait cette avarice, ces conduites d'avare. C'était tout le sujet de mon livre, justement, que ça n'a aucun sens de dire c'est un avare. Enfin, ça a un sens pour la vie pratique. Ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas lui demander de l'argent quand on en a besoin. Mais à l'intérieur, il se passe des choses d'une grande complexité qui aboutissent à ces conduites d'avare. Et c'est ça qui fait que c'est très rare que l'avare lui-même sente qu'il est avare, se classe comme tel, parce que justement il sent toutes ces conduites qui n'ont plus rien à voir avec l'avarice, des quantités de choses, d'angoisse, de besoin de possession, des masses de choses qui interviennent et qui font qu'il ne se voit pas comme ça. Et qu'on a toujours pour soi-même une certaine indulgence, parce que justement, on voit que les choses sont d'une complexité extrême. Et quand on vous dira par exemple que vous êtes méchant, eh bien immédiatement vous vous rappellerez qu'en même temps vous avez fait des choses qui montraient une grande bonté. Et le contraire, tout ce qu'on vous dit de vous paraît faux aussitôt. Parce que vous vous connaissez, vous vous souvenez de tas de choses, et de tas de choses qui sont très souvent tout à fait contradictoires. Alors ça, j'en ai toujours eu une conscience très forte de ça. Et quand il m'est arrivé juste d'avoir des conduites extérieures, volontaires, j'avais tellement l'impression de jouer un rôle qui me semblait que les gens pourraient le voir, que c'était ridicule. J'ai même, je dois dire, une certaine admiration pour les gens qui sont capables de jouer des personnages, des rôles qui sont souvent valorisants et qui s'imaginent que personne ne s'en aperçoit. Et d'ailleurs, ils ont raison, parce que j'ai remarqué que ça en impose et que les gens marchent et qu'on les croit. Ça m'a toujours paru extraordinaire. Qu'est-ce que c'est le sentiment? C'est fait tellement de choses. Le sentiment. Ce qu'on appelle un sentiment, ça encore, c'est une de ces histoires.
on plaque des mots qui n'ont pas grand sens sur des choses qui contiennent des masses de choses. Alors les sentiments, ça c'est encore les 3/4 du temps des choses fabriquées, qu'on se fabrique soi-même, sans tenir compte de toutes les contradictions, des complexités, sans rien. Il y aurait tout à dire encore là-dessus. On n'a presque rien dit, alors ce sont des grands mots qu'on prononce et qui généralement ne recouvrent pas une réalité véritable. Dans ce monde, la réalité n'est pas comme ça. Alors ces sentiments, vous parlez d'une fantastique complexité extraordinaire, pleine de contradictions, mais absolument, la réalité c'est incommensurable, enfin. C'est pour ça qu'on est toujours très souvent stupéfait de l'apparition et de la disparition aussi rapide de ces grands sentiments, parce que justement ils n'étaient pas ce qu'on croyait qu'ils étaient, et le contraire, des sentiments tout à fait inconscients, des choses inconscientes qui se révèlent petit à petit comme étant du vrai sentiment, qui ne porte aucun nom, qui n'est rien. Et au contraire, la chose sur laquelle on met l'étiquette, tel ou tel sentiment, ça se défait, c'est rien. Alors c'est très très difficile, ces définitions en général. Enfin, elles sont nécessaires, c'est évident. Ça aide à vivre, à se diriger dans cette espèce de masse sombre et difficile de se frayer un chemin au milieu de tout ça. On a des bornes, c'est les sentiments. On a de l'hostilité, on a de l'amour, on a ça et ça. Et puis brusquement, ça change entièrement, ça se transforme dans son contraire, ça disparaît. C'était rien. C'est très curieux. Sombre dans le sens qu'il n'y a pas de lumière. Je dis bien sombre parce qu'on n'y voit rien. Tout progrès en psychologie par la psychanalyse, parce que les catégories rigides de la psychanalyse empêchent absolument toute recherche spontanée et sincère, parce qu'immédiatement vous êtes arrêté, ça entre toujours dans des interprétations fixées une fois pour toutes. Enfin, je crois que c'est un handicap épouvantable. Si ça n'est pas transgressé, si on ne s'arrache pas à cette espèce de système clos à l'intérieur duquel il y a tous les développements les plus brillants, etc., j'ai l'impression que la route est barrée. Baby, won't you please come home, come on home. Je peux vous dire tout de suite que j'aime ça. J'adore ça, alors ça c'est... I have tried in vain, never no more. Ça, je ne saurais pas, vraiment. Call your name when you left, you broke my heart. Because I never thought we'd fall. Elle est formidable. In the day you will hear me say, baby, baby, won't you please come home? En plus, ça,
J'aime beaucoup les États-Unis, alors en même temps, ça éveille là beaucoup d'images. Come home. 'Cause your mama's Elle a une admirable voix, des accents rauques merveilleux. Et moi qui en général n'aime pas la voix humaine, en musique. Lord knows I tried in vain, in vain. Never no more to call your name. Ah oui, c'est magnifique. When you left, you broke my heart, because I never thought we'd part every hour in the day. You will hear me say, come on home, baby. Please come on home, baby. Please come on home. C'était L'invité du lundi, Nathalie Sarraute, autoportrait radiophonique, une émission proposée par Michel Gonzalez et André Mathieu et diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 1976. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.